Le tournant tant attendu depuis plusieurs semaines au Proche-Orient semble enfin s'être matérialisé. Au cours de la nuit, les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti dans le ciel d'Israël, forçant des millions de citoyens à se précipiter vers les abris. Ce qui distingue cette offensive, au-delà du nombre impressionnant de projectiles, est le timing même de l'action iranienne et le message qu'elle porte. Les spécialistes de la sécurité régionale s'accordent à dire que cet assaut ne constitue pas une simple riposte aux opérations israéliennes à Beyrouth, mais plutôt la fin d'une patience stratégique que Téhéran a maintenue pendant plusieurs mois. Alors que les missiles balistiques fendaient l'atmosphère, les systèmes de défense israéliens en interceptaient la plupart, mais de nouvelles alertes annonçaient des vagues supplémentaires. L'état d'alerte s'est propagé non seulement dans les villes du Nord, où les sirènes ont retenti en première ligne, mais a également atteint des zones plus au sud, obligeant des centaines de milliers de civils à passer la nuit dans des refuges sécurisés. Les autorités israéliennes ont envisagé la suspension des activités normales dans les établissements scolaires, tandis que les forces de sécurité tentaient d'évaluer l'étendue et les conséquences potentielles de ces frappes. Parallèlement, la présence militaire américaine dans la région a atteint un niveau de vigilance sans précédent. Des dizaines de milliers de soldats, des navires de guerre et des systèmes de défense aérienne ont été placés en état d'alerte maximale. Cette mobilisation soulève la question cruciale de la position que les États-Unis adopteront en cas d'escalade. Les échanges récents entre les forces iraniennes et américaines, incluant le déploiement de drones autour du détroit d'Ormuz, les opérations contre des stations radars et les démonstrations de puissance mutuelle dans le Golfe, ont créé un climat de tension jamais vu depuis longtemps. L'attaque récente est perçue comme le prélude d'une nouvelle ère qui pourrait non seulement transformer le conflit israélo-iranien, mais aussi redessiner les équilibres de pouvoir dans toute la région. La réaction d'Israël dans les heures à venir, ainsi que les décisions prises par Washington, seront déterminantes pour la direction que prendra la crise. L'une des raisons qui aurait poussé Téhéran à répondre si rapidement et sévèrement réside dans le choix de la cible. Le quartier de Dajila, pris pour cible par Israël, n'est pas un simple secteur urbain. Depuis des décennies, ce secteur, situé au sud de Beyrouth, est considéré comme le cœur des activités politiques, militaires et logistiques du groupe chiite soutenu par Téhéran. Les dirigeants, les centres de commandement, les réseaux de communication et de nombreux éléments de soutien y opèrent depuis longtemps. Ainsi, chaque attaque contre Dajila est perçue comme une attaque directe contre l'influence iranienne dans la région. Après les frappes aériennes israéliennes au-dessus de Beyrouth, les déclarations de Téhéran se sont fait particulièrement virulentes, soulignant que les événements au Liban ne concernent pas seulement le groupe chiite, mais l'ensemble de la résistance soutenue par l'Iran. Ces propos ont été interprétés comme le signe avant-coureur d'une possible riposte. Le moment choisi pour l'offensive est crucial. Jusqu'alors, la perception était que le risque d'un conflit ouvert entre l'Iran et Israël diminuait, les parties évitant de déclencher une guerre régionale majeure malgré des échanges sporadiques. Cependant, l'opération récente à Beyrouth semble avoir rompu cet équilibre fragile, l'Iran considérant que le bombardement de quelques cibles ne pouvait plus être toléré sans une réaction proportionnée. L'un des piliers majeurs de la stratégie de dissuasion régionale que Téhéran a édifié depuis des années est le groupe chiite libanais. Pour l'administration de Téhéran, Hezbollah n'est pas simplement un allié. Il constitue en même temps une pièce centrale de la pression stratégique exercée contre Israël. Ainsi, chaque attaque dirigée contre les positions de ce groupe représente, aux yeux de l'Iran, non seulement une opération de sécurité, mais également une mise à l'épreuve de son propre domaine d'influence. Selon plusieurs analystes militaires de la région, la motivation principale du dernier lancement de missiles iraniens résidait précisément dans cette logique. Le gouvernement de Téhéran aurait pu estimer que garder le silence face aux opérations israéliennes à Beyrouth serait perçu comme un signe de faiblesse, surtout à la lumière des assassinats, des frappes aériennes et des tensions qui ont marqué les dernières années. L'objectif affiché est de sauvegarder la capacité de dissuasion du pays. Cependant, une question plus vaste se pose. L'Iran cherchait-il réellement à déclencher une guerre à grande échelle ou voulait-il avant tout montrer à Israël et aux autres acteurs régionaux
que certaines lignes rouges restent intouchables. Le choix des cibles et le discours employé attirent autant l'attention que l'ampleur de l'attaque elle-même. Le fait que les notions de représailles, d'équilibre et de droit à répondre reviennent constamment dans les déclarations de Téhéran renforce l'idée que la stratégie actuelle s'inscrit dans une escalade maîtrisée. L'histoire du Moyen-Orient a pourtant montré que, lorsqu'une partie tente d'envoyer un message limité, le moindre faux pas sur le terrain peut faire basculer les événements vers une toute autre direction. Ce qui se déroule aujourd'hui pourrait bien indiquer que la rivalité entre Israël et l'Iran ne se résume plus à une compétition indirecte menée via Gaza, le Liban ou la Syrie, mais qu'elle se transforme progressivement en un affrontement direct. Un autre élément notable du dernier raid iranien concerne la zone visée par les missiles. Les premiers rapports d'alerte indiquent que l'attaque s'est concentrée principalement sur le nord d'Israël. Les sirènes qui ont retenti autour de Haïfa et l'état d'alerte déclaré dans la région ont suscité l'intérêt de nombreux analystes militaires. Haïfa n'est pas une ville ordinaire. Si Tel Aviv constitue le centre politique et Jérusalem la capitale symbolique, Haïfa est reconnue comme l'un des principaux foyers économiques et stratégiques d'Israël. Implantée sur la côte méditerranéenne, elle abrite l'un des ports les plus importants du pays. Une part substantielle du commerce maritime israélien transite par ce point. En outre, la ville accueille des installations énergétiques, des sites pétrochimiques, des zones industrielles et des réseaux logistiques cruciaux. Plus encore, Haïfa est perçue comme un nœud central des systèmes de défense du Nord et de la mobilité militaire israélienne. Dès lors, le fait que l'axe d'attaque iranien se soit orienté vers le Nord ne relève probablement pas du hasard. Certains experts estiment que l'objectif de Téhéran n'était pas simplement de détruire des cibles spécifiques, mais de transmettre un message radicalement différent à Israël. Nous pouvons atteindre non seulement les zones frontalières, mais également le cœur économique et stratégique du pays. D'un point de vue militaire, ce message revêt une importance capitale, car dans les conflits modernes, les objectifs atteints peuvent revêtir une signification supérieure à celle des dommages matériels réels. Qu'un missile touche réellement sa cible ou non, le simple fait de prouver que ce missile possède la portée et la capacité d'atteindre un point précis constitue en soi un puissant outil de dissuasion. Le programme de missiles balistiques qu'Iran a développé ces dernières années poursuit exactement cet objectif. L'administration de Téhéran sait depuis longtemps qu'elle ne peut rivaliser avec Israël ou les États-Unis en matière de forces aériennes. La majorité de ces avions de combat sont des plateformes vieillissantes. En réponse, l'Iran a dirigé des investissements de plusieurs milliards de dollars vers les programmes de missiles, les drones et les capacités d'attaque à longue portée. Le dernier assaut s'inscrit donc comme le reflet de cette stratégie sur le terrain. Il ne s'agit pas simplement de lancer quelques roquettes, mais de démontrer que même les régions les mieux protégées d'Israël demeurent sous une menace constante. Un autre aspect crucial réside dans la dimension psychologique de la guerre. Israël est considéré comme l'un des pays disposant des réseaux de défense aérienne les plus avancés au monde. La dôme de fer, le système David's Cannon, les systèmes Arrow et divers radars forment depuis des années le socle de sa protection. Néanmoins, chaque sirène qui retentit, chaque appel à se réfugier et chaque alerte missile exercent une pression invisible sur la population. Dans les attaques iraniennes, cet effet psychologique est parfois jugé plus déterminant que l'impact militaire réel. Le fait que des centaines de milliers de personnes doivent se précipiter vers des abris en pleine nuit, que les villes s'immobilisent, que le trafic aérien soit perturbé et que les activités économiques soient interrompues, crée une forme de guerre à part entière. C'est pourquoi certains spécialistes décrivent le dernier raid non pas comme une opération de missiles au sens classique, mais comme une opération de message stratégique. Cependant, un risque majeur plane sur Téhéran. Si Israël perçoit ces attaques comme une menace directe à sa sécurité nationale, le gouvernement de Tel Aviv pourrait envisager des réponses militaires plus sévères. Ainsi, le dernier assaut ne se réduit pas à la simple mise à feu de quelques missiles. Il représente également un nouveau mouvement dans un vaste jeu d'échecs stratégiques où l'Iran cherche à exhiber sa capacité de dissuasion, tandis qu'Israël teste les limites de l'acceptation de cette pression.
Peut-être la question la plus cruciale qui se pose aujourd'hui est la suivante. L'Iran ne se contente-t-il que d'envoyer un simple message, ou bien ces frappes marquent-elles la phase préparatoire d'une escalade militaire bien plus vaste à l'avenir? Les événements récents montrent en effet que les deux camps ont commencé à tester non seulement les cibles militaires de l'adversaire, mais aussi la volonté politique et les limites de résistance mutuelle. Cependant, le dernier assaut a mis en lumière une réalité encore plus profonde. C'est peut-être le cœur même de tout ce qui s'est déroulé dans la région au cours des dernières semaines. Si Israël et les États-Unis bombardent depuis des mois les installations de missiles iraniennes, comment l'Iran parvient-il encore à lancer des missiles balistiques? Cette interrogation paraît simple à première vue, mais sa réponse est essentielle pour comprendre pourquoi le conflit entre l'Iran et Israël n'est pas encore résolu. Une partie importante des opérations israéliennes des mois précédents visait directement à réduire la capacité de frappe de l'Iran. Les radars, les réseaux de défense aérienne, les usines de production de missiles, les centres de commandement et les lignes logistiques ont été ciblés à plusieurs reprises. Les autorités israéliennes ont souvent proclamé infliger de durs revers au programme de missiles iranien. Mais le tableau qui se dessine sur le terrain ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le programme de missiles de l'Iran n'est pas un système centralisé relié à un seul centre, comme le conçoivent les structures militaires traditionnelles. Au contraire, l'Iran a, au fil des années, bâti sa capacité de frappe sur une architecture multicouche répartie sur l'ensemble du pays. L'objectif principal de cette stratégie est clair: créer un système impossible à paralyser par une attaque unique. Ainsi, le programme de missiles iranien ne se limite pas à quelques installations isolées. Les sites de production, les entrepôts, les ateliers de maintenance, les plateformes de lancement mobile et les infrastructures souterraines sont disséminés dans différentes régions. Certains analystes militaires estiment que l'Iran se prépare depuis longtemps à un scénario comme celui que l'on vit aujourd'hui, conscient que, en cas de conflit direct avec les États-Unis ou Israël, ces forces de missiles seraient les premières cibles. Dès lors, le gouvernement de Téhéran a investi non seulement dans l'accroissement de son stock de missiles, mais aussi dans son organisation de façon à survivre à d'éventuels assauts. Les installations souterraines, souvent mises en avant ces dernières années, constituent l'un des éléments les plus marquants de cette stratégie. Grâce à des dépôts creusés dans les montagnes, à des tunnels protégés et à des réseaux logistiques clandestins, l'Iran estime pouvoir conserver une certaine capacité même sous le feu. Il faut également souligner que l'objectif d'Israël n'est pas forcément d'anéantir totalement la capacité de missiles de l'Iran, une tâche jugée extrêmement difficile d'un point de vue militaire. Au contraire, la visée pourrait être de réduire la capacité de frappe, de ralentir le rythme opérationnel et de rendre chaque nouvelle attaque plus coûteuse. En d'autres termes, il ne s'agit pas de détruire l'ensemble du système, mais d'en éroder l'efficacité. Néanmoins, le dernier assaut montre que l'Iran conserve encore une capacité résiduelle. Cette constatation réactive la dimension psychologique du conflit. Du point de vue israélien, le problème ne réside pas uniquement dans le nombre de missiles décollés, mais dans le fait même que l'Iran reste capable de les lancer. Lorsqu'un pays s'attaque pendant des mois aux infrastructures militaires de son rival et que celui-ci parvient tout de même à organiser des frappes, de nouvelles interrogations surgissent inévitablement. C'est à ce moment précis que la guerre dépasse le simple affrontement militaire pour devenir une véritable course à la résistance. Qui pourra tenir sous la pression plus longtemps? Qui pourra mobiliser davantage de ressources? Qui parviendra à briser la volonté politique de l'adversaire en premier? Les débats qui animent le Moyen-Orient aujourd'hui s'articulent largement autour de ces questions. Du point de vue de Téhéran, le dernier lancement de missiles n'était pas seulement une opération militaire, mais également un message. Nous sommes toujours présents. Du côté d'Israël, la même action revêt une signification différente, renforçant la position de ceux qui estiment que les opérations en cours doivent se poursuivre. Le point le plus crucial réside peut-être ici. Les équilibres dans la région restent extrêmement fragiles. Des mois d'opérations, de menaces réciproques et d'initiatives diplomatiques n'ont pas éliminé les problèmes fondamentaux, mais ont au contraire accentué la méfiance entre les parties. Par conséquent, les événements à venir ne dépendront pas uniquement de la réponse israélienne ou de la prochaine décision iranienne.
Le facteur décisif sera de savoir si les deux camps maintiendront cette crise comme une démonstration de force limitée ou s'ils laisseront les faits évoluer vers une escalade incontrôlée. L'histoire montre que de nombreuses grandes guerres du Moyen-Orient ne sont pas nées d'un unique assaut, mais ont émergé d'une mauvaise interprétation des signaux, d'une sous-estimation de la détermination de l'autre partie et d'une accumulation progressive d'incidents apparemment mineurs. Ce qui se déroule aujourd'hui pourrait bien correspondre à une telle période de transition. Les missiles iraniens finiront par quitter le ciel, les sirènes en Israël se tairont, les déclarations diplomatiques céderont la place à de nouvelles négociations. Mais la question principale subsistera. Ce raid sera-t-il rappelé comme une simple riposte passagère ou restera-t-il dans les annales comme l'un des premiers signes d'un conflit régional bien plus vaste à l'avenir? Pour l'instant, personne ne peut affirmer la réponse avec certitude. Une chose est toutefois sûre. Le dernier assaut missile qui a secoué le Moyen-Orient a rappelé une fois de plus que la lutte pour l'influence dans cette partie du monde n'est pas terminée. Au contraire, elle a franchi une nouvelle étape, plus complexe et plus dangereuse. Alors que les sirènes se sont à nouveau élevées dans le ciel du nord d'Israël pendant la nuit, des dizaines de missiles balistiques ont traversé les nuages, poussant des millions de civils à se réfugier dans les abris souterrains. Ce qui distingue cet assaut, ce n'est pas seulement le nombre de projectiles, mais surtout le timing choisi par Téhéran et le message qu'il a voulu transmettre. Les analystes de la sécurité régionale y voient la fin d'une période de patience stratégique que l'Iran a maintenue pendant plusieurs mois, et non une simple réponse aux opérations israéliennes menées à Beyrouth. Au même moment, des dizaines de milliers de soldats américains, des navires de guerre, des systèmes de défense aérienne et des bases militaires étaient placés en état d'alerte maximale dans la région. Cette présence massive a ravivé les interrogations. S'agit-il d'une simple représaille ou bien du prélude à une ère nouvelle qui pourrait pousser le Moyen-Orient aux abords d'un conflit majeur, difficile à maîtriser? Les autorités iraniennes ont déclaré que l'attaque était une réaction directe aux frappes israéliennes menées le même jour à Beyrouth, ciblant le quartier de Dajila, un bastion où le groupe chiite exerce une forte influence. Elles ont rappelé que Téhéran avait déjà menacé de répondre durement si Israël poursuivait ses actions dans le Liban. Les premiers missiles balistiques ont pénétré l'espace aérien israélien. Les systèmes de défense du pays ont réussi à intercepter la majorité d'entre eux, mais peu après, de nouvelles alertes ont annoncé l'arrivée d'une deuxième, puis d'une troisième vague d'attaques. Le dispositif d'alerte s'est d'abord déclenché dans les villes du Nord, notamment à Haïfa, où des centaines de milliers de civils ont passé la nuit dans les abris. Peu à peu, la zone de vigilance s'est étendue vers le sud, poussant les autorités à envisager la suspension des cours dans les établissements scolaires et à inciter la population à rester dans les zones protégées. Les services de sécurité ont poursuivi leurs investigations pour déterminer l'étendue des dommages causés par les projectiles. Les sources de renseignement s'accordent à dire que le message de l'Iran dépasse le cadre purement militaire. Il s'agit également d'une mise en garde politique. Le gouvernement de Téhéran a indiqué qu'il était prêt à durcir davantage sa riposte si les opérations israéliennes se poursuivaient au Liban. Des représentants proches de la garde révolutionnaire ont suggéré que des mesures militaires plus étendues pourraient être envisagées en cas d'escalade israélienne. Pendant ce temps, tous les regards se sont tournés vers Washington. La présence militaire américaine dans la région a considérablement augmenté ces dernières semaines, avec des navires de guerre déployés dans le Golfe, des unités aériennes actives et des dizaines de milliers de soldats en alerte. Cette mobilisation soulève une fois de plus la question du rôle que les États-Unis joueront si la tension venait à s'intensifier. Les activités conjointes entre l'Iran et les États-Unis ont également contribué à l'alourdissement de la crise. Des drones non habités ont survolé le détroit d'Ormuz. Des opérations contre des installations radars ont été menées, et chaque partie a démontré sa force dans le Golfe, créant un climat de tension rarement observé depuis longtemps dans le Moyen-Orient. Le dernier assaut missile contre Israël est perçu comme le signe avant-coureur d'une nouvelle ère, dont les répercussions pourraient dépasser le simple conflit bilatéral pour remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. La réponse qu'Israël formulera dans les heures à venir, ainsi que les décisions prises par les autorités américaines,
seront les éléments décisifs qui détermineront la direction que prendra la crise. Pourquoi l'Iran a-t-il jugé nécessaire de réagir avec une telle rapidité et une telle intensité? La clé réside peut-être dans la cible choisie. Le quartier de Dajila, que l'armée israélienne a visé, n'est pas un simple secteur urbain. Pendant des années, il a été reconnu comme le cœur des activités politiques, militaires et logistiques du groupe chiite, situé au sud de Beyrouth. Ce lieu a servi de centre de commandement, de réseau de communication et de soutien logistique pour de nombreux affrontements entre Israël et le groupe. Par conséquent, chaque attaque sur Dajila est perçue comme une opération militaire, mais aussi comme un défi direct à l'influence iranienne dans la région. Après les frappes israéliennes dans les cieux de Beyrouth, les déclarations de Téhéran se sont fait plus dures, insistant sur le fait que les développements libanais ne concernaient pas uniquement le groupe chiite, mais l'ensemble de l'axe de résistance qui s'étend à travers le Moyen-Orient. Ces propos ont été interprétés comme le prélude à une possible riposte. Le moment choisi pour l'attaque, pendant que les forces américaines étaient déjà en état d'alerte maximale, renforce l'impression que l'Iran cherchait à envoyer un signal clair. La patience a ses limites, et la prochaine étape pourrait bien redessiner la carte des tensions dans cette partie du monde. Les derniers mois, l'idée dominante était que le risque d'un affrontement direct entre l'Iran et Israël s'était atténué. Les deux parties se livraient encore à des représailles ponctuelles, mais elles semblaient toutes deux soucieuses d'éviter une guerre régionale à grande échelle. La dernière opération à Beyrouth, cependant, a pu rompre cet équilibre fragile. Du point de vue de Téhéran, il ne s'agit pas simplement de bombarder quelques cibles. L'un des piliers les plus cruciaux de la dissuasion régionale que l'Iran a construit depuis des décennies repose sur le groupe chiite libanais. Pour l'administration de Téhéran, le groupe n'est pas seulement un allié, il constitue également une pièce maîtresse de la pression stratégique exercée contre Israël. Ainsi, chaque frappe contre Dajila est perçue, aux yeux de l'Iran, non seulement comme une opération de sécurité, mais aussi comme une mise à l'épreuve de son influence dans la région. Des analystes militaires de la zone estiment que la motivation principale de la récente attaque à missiles de l'Iran était précisément de cette nature. La direction de Téhéran aurait pu penser que rester muet face aux opérations israéliennes à Beyrouth aurait été interprété comme un signe de faiblesse, surtout à la lumière des assassinats, des frappes aériennes et des tensions qui ont caractérisé les dernières années. En protégeant sa capacité de dissuasion, l'Iran cherche à éviter toute perception de vulnérabilité. La question qui se pose alors est de savoir si l'objectif de Téhéran était réellement de déclencher une guerre à grande échelle ou simplement de rappeler à Israël et aux autres acteurs régionaux que certaines lignes rouges restent intactes. Les mots « représailles »,« équilibre » et « droit de répondre » résonnent constamment dans les déclarations de l'Iran, renforçant l'idée d'une stratégie d'escalade maîtrisée. L'histoire du Moyen-Orient a pourtant montré à maintes reprises que lorsqu'une partie tente de transmettre un message limité, le moindre calcul erroné sur le terrain peut faire basculer la situation vers un tout autre scénario. Ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien démontrer que la lutte entre Israël et l'Iran ne se cantonne plus à une compétition indirecte à travers Gaza, le Liban ou la Syrie, mais qu'elle se transforme progressivement en un affrontement direct. Un autre élément qui a retenu l'attention dans la dernière offensive iranienne concerne la zone visée par les missiles. Les premiers rapports d'alerte indiquent que l'attaque s'est principalement dirigée vers le nord d'Israël. Les sirènes se sont mises à retentir surtout aux alentours de Haïfa, et un état d'alerte a été décrété dans cette région, ce qui a suscité de nombreuses analyses parmi les spécialistes militaires. Haïfa n'est pas une ville ordinaire. Si Tel Aviv représente le centre politique et Jérusalem la capitale symbolique, Haïfa est reconnue comme l'un des pôles économiques et stratégiques névralgiques du pays. Située sur la côte méditerranéenne, elle abrite le principal port du pays, par lequel transite une part importante du commerce maritime israélien. La ville accueille également des installations énergétiques, des zones pétrochimiques, des complexes industriels et des réseaux logistiques cruciaux. Plus encore, Haïfa est considéré comme l'un des centres des systèmes de défense du Nord et de la mobilité militaire israélienne. Le fait que l'axe d'attaque de l'Iran se soit orienté vers le Nord ne relève donc pas du hasard. Selon certains experts,
L'objectif n'était pas uniquement de détruire des cibles spécifiques, mais d'envoyer un message différent à Israël. Nous pouvons atteindre non seulement les régions frontalières, mais aussi le cœur économique et stratégique du pays. Dans les conflits modernes, la portée d'un missile peut revêtir une importance bien supérieure à la simple destruction qu'il provoque. Même si un missile ne touche pas sa cible, démontrer qu'il possède la portée et la capacité d'atteindre un point précis constitue en soi un instrument de dissuasion. Le programme de missiles balistiques que l'Iran a développé au cours des dernières années poursuit exactement cet objectif. L'administration de Téhéran sait depuis longtemps qu'elle ne peut rivaliser avec Israël ou les États-Unis en matière de forces aériennes. La majorité des avions de combat dont dispose l'Iran sont des plateformes vieillissantes. En réponse, Téhéran a orienté des milliards de dollars vers les programmes de missiles, les véhicules aériens sans pilote et les capacités d'attaque à longue portée. La dernière offensive apparaît comme le reflet de cette stratégie sur le terrain. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer quelques missiles, mais de prouver que même les zones les mieux protégées d'Israël restent sous une menace constante. Un autre aspect crucial de cette opération réside dans la dimension psychologique. Israël possède l'un des réseaux de défense aérienne les plus avancés au monde, avec des systèmes tels que le dôme de fer, la lance de David, les boucliers Arrow et divers radars. Chaque son de sirène, chaque appel au refuge et chaque alerte de missile génèrent une pression invisible mais palpable sur la population. Les experts évaluent que, dans les attaques iraniennes, cet effet psychologique peut parfois surpasser l'impact militaire direct. Le fait que des centaines de milliers de personnes soient contraintes de se réfugier à la tombée de la nuit, que les villes s'immobilisent, que le trafic aérien soit perturbé et que les activités économiques soient interrompues, crée une atmosphère de guerre. C'est pourquoi certains analystes qualifient la dernière frappe non pas comme une opération de missiles au sens classique, mais comme une opération de message stratégique. Toutefois, l'Iran doit également mesurer le risque que cette démonstration suscite chez Israël. Si les autorités de Tel Aviv interprètent les attaques comme une menace directe à la sécurité nationale, elles pourraient placer sur la table des options militaires plus sévères. Le jeu d'équilibre entre dissuasion et escalade se poursuit, et chaque geste supplémentaire risque d'entraîner une réponse plus ferme de la part d'Israël. C'est pourquoi la dernière frappe ne se résume pas à quelques projectiles lancés. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste, comme une nouvelle pièce d'un jeu d'échecs stratégique où l'Iran cherche à exhiber sa capacité de dissuasion, tandis qu'Israël mesure dans quelle mesure il acceptera cette dissuasion. La question la plus cruciale demeure: l'Iran ne fait-il que transmettre un simple signal, ou ces tirs constituent-ils la première phase d'une escalade militaire beaucoup plus importante à l'avenir? Les récents développements montrent en effet que les deux parties n'évaluent plus uniquement les cibles militaires de l'autre, mais testent également la volonté politique et les limites de résistance mutuelle. Une réalité bien plus profonde a été mise en lumière par la dernière attaque. Si l'on se demande comment l'Iran parvient encore à lancer des missiles balistiques alors que les États-Unis et Israël frappent depuis des mois son infrastructure de missiles, la réponse réside dans la structure même du programme iranien. Les forces israéliennes ont affirmé à plusieurs reprises avoir porté des coups durs au programme de missiles iranien. Mais le tableau observé sur le terrain ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le système de missiles de Téhéran n'est pas un réseau centralisé, relié à un seul centre, comme le concevraient les armées traditionnelles. Au contraire, l'Iran a, au fil des années, construit une architecture multicouche répartie sur tout le territoire afin d'éviter qu'un unique assaut puisse le paralyser. Ainsi, les usines de production, les zones de stockage, les installations de maintenance, les plateformes de lancement mobile et les infrastructures souterraines sont disséminées dans différentes régions. Certains analystes militaires soutiennent que Téhéran se prépare depuis longtemps à ce scénario, conscient que, lors d'un conflit direct avec les États-Unis ou Israël, les forces de missiles seraient les premières cibles. La direction iranienne a donc investi non seulement dans l'accroissement de son stock de missiles, mais aussi dans leur organisation de façon à survivre aux frappes. Les dépôts souterrains, souvent logés dans les montagnes, les tunnels protégés et les réseaux logistiques clandestins constituent les éléments les plus visibles de cette stratégie de résilience.
Grâce à ces installations, l'Iran estime pouvoir conserver une certaine capacité de lancement, même sous le feu. Il faut reconnaître que l'objectif d'Israël ne consiste probablement pas à annihiler totalement la capacité de missiles de l'Iran, une tâche jugée extrêmement difficile d'un point de vue militaire. La visée serait plutôt de réduire son potentiel d'attaque, d'en ralentir le rythme opérationnel et de rendre chaque nouveau tir plus coûteux. En d'autres termes, il ne s'agit pas de détruire le système dans son intégralité, mais d'en éroder l'efficacité. Le dernier assaut montre toutefois que l'Iran conserve encore une capacité de lancement, ce qui renvoie à la dimension psychologique du conflit. Du point de vue israélien, le problème ne réside pas uniquement dans le nombre de missiles décollés, mais dans le fait même que l'Iran reste capable de les lancer. Lorsque l'on attaque les installations militaires d'un adversaire pendant plusieurs mois et que celui-ci continue à organiser des frappes, de nouvelles interrogations surgissent inévitablement. C'est à ce moment que la guerre cesse d'être une simple lutte militaire pour devenir une compétition de résistance. Qui pourra supporter la pression plus longtemps? Qui disposera de davantage de ressources? Qui parviendra à briser la volonté politique de l'autre? Ce sont ces questions qui sculptent aujourd'hui le conflit au Moyen-Orient. Pour Téhéran, la récente frappe ne représente pas seulement une opération militaire, elle porte également le message « Nous sommes toujours là ». Pour Israël, le même événement revêt un sens différent, alimentant ceux qui soutiennent la poursuite des opérations